Salut la Team Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau Tech Recap, votre rendez-vous hebdo où l'on passe en revue toutes les actus marquantes de la tech. Et attention, cette semaine, ça s'annonce brûlant avec des révélations, des surprises et du très lourd au programme. Côté GPU, Nvidia frappe fort avec une alliance surprise avec Intel, tandis que les RTX 5090 et 5080 FE disparaissent mystérieusement des rayons. Un bug majeur touche également les RTX 5090 et les RTX 5000 Super ne sont pas attendus avant le CES 2026. Du côté d'AMD, la RX 9070 XT refuse de baisser ses prix aux États-Unis et on découvre pourquoi la RX 9070 était inutilisable à cause d'un bug incroyable. Heureusement, AMD contre-attaque avec FSR Redstone, leur IA révolutionnaire qui va défier le DLSS, et certaines pistes laissent penser que l'arc B770 d'Intel est très proche de sa sortie. Côté CPU, AMD sort encore un processeur pour la M4. En même temps, un nouveau CPU Ryzen 9000 débarque en exclusivité en Chine. Lisa Su, la patronne d'AMD, pourrait annoncer Zen 6 au CES 2026 et la marque promet carrément 1000 FPS sur les processeurs 9000 X3D. Pendant ce temps, Intel nous ressort un CPU de 2020 en 2025. Panther Lake affiche plus 18% de perf en gaming et Arrow Lake Refresh sonne comme un aveu d'échec qui change tout dans les actus diverses. TSMC augmente ses prix et vos composants vont coûter une fortune pendant que Qualcomm humilie Intel en déclarant que ce n'est pas une option aujourd'hui. L'usine Intel de l'Ohio à 100 milliards tourne au fiasco. Windows 11.25 H2 dissimule un piège mortel, mais Windows 10 refuse de mourir et fait paniquer Microsoft. V-Color révolutionne la RAM avec des écrans intégrés et ARM Lumex pourrait écraser x86. Dans l'insolitech, un modeur sort un tuto pour transformer une RTX 4090 en un monstre de 48 Go et une rumeur folle évoque une RTX 5090 de 128 Go. Lenovo sort une mini-bête de 3,6 litres qui va humilier votre tour gaming dans un format plus petit qu'une console et Gigabyte booste les Ryzen de 25% grâce à l'IA. Côté gaming, Borderlands 4 fait pleurer les PC les plus puissants pendant que Nintendo menace tous les jeux avec des brevets scandaleux. Football Manager 26 prépare son retour révolutionnaire et Xbox débarque dans votre voiture. Microsoft devient fou mais c'est génial. Steam Frame de Valve pourrait exploser le marché et une app révolutionnaire va transformer vos vieux jeux. Mais ce n'est qu'un aperçu, plein d'autres actus vous attendent, alors installez-vous confortablement, c'est parti! Avant de commencer, le petit rituel habituel, si ce genre de vidéo vous plaît, lâchez un gros pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, sinon je vais finir par croire que je parle tout seul. Allez, on démarre ce récap avec ce que tout le monde aime, les jeux gratuits de la semaine, et une fois encore, l'Epic Games Store gâte les joueurs avec deux titres très différents, mais tout aussi intéressants. Project Winter est un jeu multijoueur original qui combine survie, coopération et trahison. Jusqu'à 8 joueurs doivent s'unir pour réparer les infrastructures, récolter des ressources et espérer s'échapper d'une région glaciale et hostile. Mais attention, certains d'entre eux sont secrètement des traîtres. Leur rôle est de saboter les efforts du groupe sans se faire démasquer, transformant chaque partie en un thriller social où la méfiance règne. La communication est au cœur de l'expérience avec un chat vocal de proximité, des radios privées et des possibilités de bluff et de manipulation. Survivre seul est quasi impossible, mais faire confiance à la mauvaise personne peut être fatal. Entre collecte de nourriture, fabrication d'outils, exploration et réparation, la tension monte à chaque minute. L'équilibre entre travail d'équipe et suspicion permanente en fait un titre parfait pour les sessions entre amis. Changement total d'ambiance avec Samorost 2, une petite perle signée Amanita Design qui transporte le joueur dans un univers poétique et contemplatif. On y suit un gnome de l'espace party sauver son chien enlevé par des extraterrestres farceurs. Ici, pas de stress ni de compétition. Tout repose sur des énigmes point and click accessibles et intuitives qui incitent à l'exploration et à l'observation. Les décors faits à la main rappellent des collages surréalistes, tandis que la bande-son apaisante de Tomáš Dvořák enveloppe l'expérience d'une atmosphère unique. Bien que courte, l'aventure séduit par son charme visuel et sonore, idéal pour une pause relaxante loin du tumulte des blockbusters. Ces deux jeux sont gratuits sur l'Epic Games Store jusqu'au 25 septembre. On enchaîne maintenant avec les actualités du monde du jeu vidéo, notre section Game Actu. On commence avec le gros lancement de la semaine et même du mois, Borderlands 4 est enfin disponible. Le célèbre looter-shooter de Gearbox est de retour sur PS5, Xbox Series et PC. On nous promet l'expérience Borderlands ultime.
Plus d'armes, des arbres de compétences au plus profond, de nouvelles mécaniques comme un véhicule qu'on peut invoquer partout et une nouvelle planète, Kairos, à explorer pour combattre le tyran Timekeeper. Les premiers retours de la presse sont dithyrambiques, parlant d'un chef-d'œuvre et du meilleur Borderlands à ce jour. Cependant, il y a un gros mais. Basé sur l'Unreal Engine 5, il met à genoux même les plus grosses configurations. Une RTX 5090 peine à atteindre 60 fps en 4K natif avec les paramètres au maximum. L'upscaling, comme le DLSS ou le FSR, est quasiment obligatoire pour obtenir une expérience fluide. Gearbox a déjà sorti un patch qui améliore un peu les choses, mais clairement, le jeu est très exigeant et souffre de quelques problèmes d'optimisation, notamment des stutters. C'est un peu la douche froide pour les joueurs PC qui n'ont pas une machine de guerre. Passons maintenant à une affaire qui pourrait bien secouer le monde du RPG. Nintendo, toujours très protecteur de sa licence Pokémon, a obtenu la validation de 2 brevets aux États-Unis qui font bondir les experts. Après l'affaire Palworld, où ils avaient attaqué le jeu sur des fonctionnalités brevetées plutôt que sur le design des créatures, Nintendo continue sur sa lancée. Le premier brevet protège le fait de chevaucher une monture pour traverser un terrain différent du terrain de base, comme utiliser Surf dans Pokémon. Le second brevet concerne l'utilisation d'une invocation pour des combats automatiques. Le problème, c'est que ce sont des mécaniques de jeu extrêmement basiques, utilisées dans d'innombrables RPG depuis des décennies. Un avocat américain spécialisé a qualifié cette validation de honteuse pour le système de brevet américain car elle a été accordée sans analyse approfondie. Le risque, c'est que Nintendo utilise ces brevets pour attaquer des petits développeurs indépendants qui n'auront pas les moyens de se défendre en justice. C'est une menace sérieuse pour la créativité dans le jeu de rôle. On enchaîne avec une nouvelle qui va ravir les stratèges du ballon rond. Après 2 ans d'absence, la licence reine de la gestion footballistique fait son grand retour. Football Manager 26 a été officiellement annoncé pour le 4 novembre prochain. Cet opus s'annonce comme une véritable révolution pour la série, avec une refonte technique majeure grâce à l'adoption du moteur de jeu Unity. Cela promet des graphismes améliorés sur la pelouse et de nouvelles animations pour une expérience de match plus immersive que jamais. L'interface utilisateur a également été entièrement repensée pour donner plus de contrôle aux joueurs. Côté contenu, c'est du lourd. La première ligue anglaise arrive enfin avec toutes les licences officielles, incluant logo, maillot et photos des joueurs. Mais la plus grande nouveauté, c'est l'intégration du football féminin avec une base de données exhaustive et de nombreuses compétitions sous licence. C'est un ajout massif et très attendu. Et pour les fidèles, pas d'inquiétude, il sera possible de transférer sa sauvegarde depuis les éditions 2023 et 2024. Un retour en force qui s'annonce ultra complet. Et après avoir parlé de terrain de foot, intéressons-nous maintenant au futur du gaming qui s'invite là où on ne l'attendait pas, dans la voiture. Microsoft a annoncé un partenariat avec LG pour intégrer le Xbox Cloud Gaming directement dans certains véhicules connectés. Grâce à la plateforme WebOS de LG pour l'automobile, les passagers pourront bientôt lancer l'application Xbox et jouer à des centaines de jeux du Game Pass Ultimate directement sur l'écran de la voiture. Imaginez, vous êtes en train de recharger votre voiture électrique et pour passer le temps, vous lancez une partie de Forza Horizon 5 ou Gears of War. Il suffira d'une connexion Internet et d'une manette Bluetooth. C'est une nouvelle étape dans la vision de Microsoft de rendre le jeu accessible partout, tout le temps. Après les mobiles, les PC et les télés, la voiture devient une nouvelle plateforme de jeu. C'est une idée plutôt cool pour rendre les longs trajets ou les temps d'attente beaucoup plus amusants. Et puisqu'on parle de Microsoft, restons dans l'univers Xbox mais côté PC cette fois. Une nouvelle fonction appelée Xbox Mode a été repérée dans Windows 11, initialement pensée pour la prochaine console portable Asus ROG Xbox Ali. Ce mode optimise le système pour le jeu en réduisant les processus en arrière-plan et en supprimant l'interface Explorer. Résultat, environ 2 Go de mémoire vive libérée, un gain non négligeable sur les machines limitées à 16 Go avec VRAM partagé. Grâce à la preview de Windows 11.25 H2, les passionnés ont réussi à débloquer ce mode sur d'autres PC portables comme le premier ROG Ali ou le MSI Claw. Concrètement, l'appareil démarre directement sur l'application Xbox, offrant une interface console-like plus adaptée aux écrans tactiles et aux contrôles portables. Les utilisateurs peuvent toujours basculer sur le bureau Windows classique, mais Microsoft recommande alors l'usage d'un clavier ou d'une souris externe. Ce nouvel environnement pourrait améliorer l'expérience des PC hybrides et concurrencer davantage le Steam Deck et ses alternatives sous Linux. Toujours dans la stratégie de Microsoft visant à simplifier et unifier l'expérience de jeu, l'entreprise fait évoluer son application Xbox sur PC avec une nouveauté attendue, une bibliothèque de jeux unifiée.
Désormais, les titres installés via Steam, Battle.net ou d'autres plateformes compatibles apparaissent directement aux côtés de ceux acquis sur Xbox et Game Pass. L'objectif est clair, transformer l'app Xbox en véritable hub centralisé, réduisant les allers-retours entre différents launchers. Les utilisateurs peuvent personnaliser quelles boutiques sont intégrées et retrouver leurs jeux dans Ma Bibliothèque ou la section récents. Une zone Mes Apps regroupe aussi les launchers tiers, simplifiant le lancement de clients comme Epic Games Store. Cette évolution vise particulièrement les PC portables et consoles hybrides sous Windows, où l'ergonomie et la fluidité comptent plus que jamais. Microsoft prévoit également d'ajouter prochainement la synchronisation de l'historique de jeux et le support cloud permettant de reprendre une partie sur console, PC ou appareil portable sans friction, une avancée qui rapproche l'expérience PC de celle des écosystèmes consoles modernes. Et on termine cette section avec une petite pépite pour les joueurs PC. L'application Borderless Gaming vient de passer en version 1.0. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil ultra populaire sur Steam qui permet de forcer n'importe quel jeu à s'exécuter en mode fenêtré, sans bordure, ce qui est super pratique pour le multitâche. Après 11 ans d'existence, l'application a été entièrement réécrite. Elle dispose d'une nouvelle interface, d'un nouveau moteur plus compatible et consomme moins de ressources, mais le plus excitant, c'est la feuille de route des développeurs. Ils prévoient d'intégrer leur propre technologie d'upscaling, similaire au DLSS ou au FSR, et même de la génération d'images. L'idée serait de rendre ces technologies compatibles avec n'importe quel jeu, même les plus anciens. Ça pourrait devenir un concurrent direct à des outils comme Lossless Scaling. L'application n'est pas gratuite, mais c'est un projet très prometteur à suivre pour tous les bidouilleurs. C'est l'heure de notre rubrique préférée, l'Insolitech, où l'on explore les actualités les plus surprenantes et les plus folles de la semaine. On commence avec une histoire de modding qui a fait le tour du web. Vous vous souvenez des modeurs chinois qui transformaient des GeForce RTX 4090 en carte pour l'IA en leur greffant 48 Go de VRAM? Eh bien, le modeur russe Vicon a publié une vidéo fascinante où il décortique et reproduit tout le processus. Il nous explique que ses ateliers en Chine ont accès à des PCB customisés qui permettent de souder des puces mémoire des deux côtés de la carte en mode clamshell. Ils achètent des RTX 4090, dessoudent le GPU et la mémoire, puis réinstallent tout sur ce nouveau PCB avec 2 fois plus de puces mémoire. Le plus fou, c'est qu'ils utilisent une faille découverte dans une fuite de BIOS Nvidia pour que la carte reconnaisse cette nouvelle configuration. Vikeon a lui-même acheté un de ces PCB et a réussi la modification, transformant une carte de 24 Go en monstre de 48 Go. Ça montre l'ampleur de ce marché parallèle où les cartes gaming sont détournées pour l'IA, ce qui a un impact direct sur la disponibilité et les prix pour nous, les joueurs. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre rumeur encore plus folle a émergé, une GeForce RTX 5090 avec 128 Go de VRAM. Un utilisateur sur X, EilikVN, a posté une capture d'écran de l'outil Nvidia SMI montrant cette capacité hallucinante avec un prix supposé de plus de 13 000 $. Alors on a tous eu un petit frisson, mais il faut tout de suite calmer le jeu, c'est très probablement un fake. Pourquoi? Tout simplement à cause des puces mémoire. Actuellement, les puces GDDR7 les plus denses font 3 Go, même en utilisant un PCB double face, on ne pourrait atteindre que 96 Go comme sur la RTX 6000 Pro. Pour arriver à 128 Go, il faudrait des puces de 4 Go qui n'existent tout simplement pas encore. De plus, la capture d'écran montrait une version de pilote qui ne supporte même pas l'architecture Blackwell. Bref, c'est un bel exemple de comment une fausse information peut s'enflammer. La vraie carte a 128 Go, on en reparlera plus tard, et elle n'est pas pour les gamers. Nvidia n'a pas le monopole des actus insolites. Chez Intel aussi, on a eu droit à une décision pour le moins surprenante. Intel a décidé de ressortir de ses cartons un processeur vieux de 5 ans. Ils ont ajouté à leur catalogue officiel un certain Core i5 110. En regardant les spécifications, on se rend compte qu'il s'agit ni plus ni moins d'un Core i5 10400 de 2020 basé sur l'architecture Comet Lake et gravé en 14 nanomètres. C'est un 6 cœurs, 12 threads, avec exactement les mêmes fréquences, le même TDP pour le même socket LGA 1200. Intel l'a officiellement lancé au 3e trimestre 2025 avec un prix de vente recommandé de 200 $. C'est assez lunaire de voir un nouveau processeur 14 nanomètres en 2025 alors que toute l'industrie a avancé. Le plus étrange, c'est ce mélange de nouvelles et d'anciennes nomenclatures. On ne sait pas trop à qui s'adresse ce produit, peut-être pour des mises à jour de PC très spécifiques sur d'anciennes cartes mères, mais pour un PC neuf, ça n'a absolument aucun sens. Un vrai voyage dans le temps. Et on termine ce chapitre avec une nouvelle qui va faire spéculer les fans de Valve. La société derrière Steam a déposé une nouvelle marque, Steam Frame. Le dépôt est très large et couvre aussi bien du matériel informatique, des périphériques, que des consoles de jeux ou même des casques de réalité virtuelle. Alors, que nous prépare Valve? Les paris sont ouverts. Est-ce une nouvelle version du Steam Deck, une console portable plus puissante pour succéder à la première qui commence à dater?
Est-ce le retour des Steam Machines, une véritable console de salon pour concurrencer Sony et Microsoft? Ou alors Frame, qui veut dire image ou cadre, pourrait faire référence à un successeur du casque de réalité virtuelle Valve Index. Le nom colle parfaitement à la VR. Valve a plusieurs pistes possibles pour étendre son écosystème matériel et ce dépôt de marque vient officiellement lancer la saison des rumeurs. On a hâte d'en savoir plus. On passe maintenant aux annonces officielles de la semaine avec la section nouveaux produits. Accrochez-vous, il y a de quoi faire chauffer la carte bleue. On commence avec Lenovo. La semaine dernière, on avait annoncé l'arrivée de la Legion Go 2, mais cette fois-ci avec une autre machine plus puissante au format mini PC. Le ThinkCenter Neo Ultra Gen 2 a été lancé mondialement. C'est une petite boîte de 3,6 litres pensée pour rivaliser avec le Mac Studio d'Apple. À l'intérieur, on peut y mettre jusqu'à un processeur Intel Core Ultra 9 285V Pro et surtout une carte graphique de bureau, la Nvidia GeForce RTX 5060. C'est une vraie station de travail compacte avec une connectique très complète incluant du USB 4, du Wi-Fi 7 et 4 sorties DisplayPort. L'alimentation est intégrée, donc pas de grosses briques externes. Le design est soigné avec un châssis en aluminium. C'est une machine clairement destinée aux créateurs de contenu et aux professionnels qui ont besoin de beaucoup de puissance dans un format réduit. Le prix de départ est de 1 642 € pour le modèle équipé d'un Intel Core Ultra 5 235, 2052 € pour la version Ultra 7 265 et 2352 € pour le haut de gamme avec l'Ultra 9 285, ce qui la positionne clairement sur le segment premium. Du côté des consoles portables alternatives, One X Player a ouvert les précommandes pour son nouveau modèle, le X1R. Ce qui le distingue, c'est qu'il est l'un des premiers à embarquer les nouveaux processeurs Intel Core Ultra 200V, alias Lunar Lake. On a le choix entre un Core Ultra 5 et un Core Ultra 7, tous deux avec la nouvelle puce graphique Arc. La machine dispose d'un écran de près de 11 pouces, d'une grosse batterie de 72 Wh et d'une béquille intégrée. Une nouveauté intéressante est le support d'un nouveau format de stockage, le mini SSD de Bwin, qui permet d'étendre la mémoire facilement. C'est un appareil 3 en 1, console, tablette et PC portable grâce à son clavier magnétique. Les prix commencent à 1 099 $ pour le modèle de base, ce qui le place en concurrence directe avec les nouvelles consoles haut de gamme comme la Legion Go 2. Parlons justement de ce nouveau format de stockage, le mini SSD de Bwin. La société a officiellement présenté cette nouvelle norme qui équipera des appareils comme le One X Player X1R. C'est un format propriétaire basé sur le PCI Express 4.0 x 2. Il n'est pas aussi rapide qu'un SSD M.2 2230 classique, mais il atteint tout de même des vitesses de lecture allant jusqu'à 3700 mégaoctets par seconde. Son principal avantage est sa taille minuscule, à peine plus grande qu'une carte micro SD. Cela permet de l'intégrer dans des appareils très compacts et surtout de le rendre échangeable à chaud sans avoir à démonter la machine, un peu comme une carte mémoire. Bwin a annoncé des capacités de 512 Go, 1 Tera et 2 Tera. C'est une innovation intéressante qui pourrait se démocratiser dans les futurs appareils portables. Le prix annoncé avec les One X Player est d'environ 60 $ pour 512 gigaoctets et 90 $ pour 1 Tera. Du côté des composants PC, Gigabyte a lancé 4 nouvelles cartes mères pour les processeurs AMD, la série X870E Aorus X 3D, comme leur nom l'indique. Elles sont spécialement conçues pour les processeurs Ryzen avec 3 DV cache. La grande nouveauté, c'est une fonctionnalité appelée X3D Turbo Mode 2.0 qui utilise un modèle d'IA pour optimiser dynamiquement les performances en jeu avec des gains promis jusqu'à 25%. Elle supporte également de la mémoire DDR5 ultra rapide jusqu'à 9000 mégatransferts par seconde. Ces cartes sont haut de gamme avec un VRM costaud, un PCB à 8 couches et une connectique très riche incluant de l'USB 4, du Wi-Fi 7 et du réseau 10 Gigabit Ethernet. Le design est également soigné avec des versions ICE en blanc. Les prix ont été annoncés, 649 $ pour le modèle Master, 449 $ pour le Pro et 349 $ pour les modèles Elite. On continue avec une autre marque de composants, Saphir, qui a officiellement lancé ses cartes mères Nitro Plus et Pulse à l'international. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais elles étaient réservées au marché chinois. Maintenant, elles sont disponibles partout. La tête d'affiche est la Nitro Plus B850A Wi-Fi 7, une carte pour processeur AMD AM5. Elle propose un design soigné, un VRM A12 plus 2 plus une phase, du support pour la DDR5 jusqu'à 8000 mégatransferts par seconde, du PCI Express 5.0 et du Wi-Fi 7. Ce qui est intéressant, c'est que Saphir arrive avec une gamme complète et des prix très compétitifs. La Nitro Plus B850A est à 189 $, la Pulse B850M est à 139 $ et ils ont même des modèles d'entrée de gamme A620M à 99 $. C'est un retour en force de Saphir sur le marché des cartes mères et ça pourrait bien secouer un peu la concurrence.
C'est au tour de MSI d'annoncer une carte mère très spéciale pour les fans d'AMD et d'overclocking, la B850 Empower. La série Empower est légendaire chez MSI et elle fait son grand retour sur une plateforme AMD. Cette carte est conçue pour la performance pure. Elle n'a que 2 slots de RAM pour un trajet plus direct et plus court vers le processeur, ce qui permet d'atteindre des fréquences mémoire délirantes, jusqu'à 8400 mégatransferts par seconde avec les Ryzen 9000 et plus de 10 000 mégatransferts par seconde avec les Ryzen 8000. Le PCB est de qualité serveur, le VRM est surdimensionné et les dissipateurs sont conçus pour ne pas gêner les énormes godets d'azote liquide utilisés par les overclockers extrêmes. MSI a même créé une Empower D5 Alliance avec les grands fabricants de mémoire pour garantir la compatibilité des meilleurs kits. Elle sera lancée en Chine le 17 septembre pour environ 1599 yuan, soit un peu plus de 200 €. Dans le monde de l'audio, Bose a dévoilé la nouvelle génération de son casque à réduction de bruit le plus populaire, le Quiet Comfort Ultra Headphones 2e génération. Esthétiquement, il adopte un design plus premium avec des matériaux métalliques, mais les vraies nouveautés sont à l'intérieur. La réduction de bruit adaptative a été améliorée pour être plus douce et réactive. Le casque supporte maintenant l'audio lossless via son port USB-C pour une qualité sonore optimale. Une nouvelle fonction, le Cinema Mode, a été ajoutée pour spatialiser le son et rendre les films et les podcasts plus immersifs. L'autonomie a été étendue à 30 heures et la détection sur la tête est plus intelligente. Le casque s'allume dès qu'on le met et se met en veille prolongée quand on le retire. Il sera disponible le 2 octobre au prix de 449 $ en plusieurs coloris, dont 2 nouvelles éditions limitées. Enfin, Cougar a dévoilé toute une nouvelle gamme de produits. On a d'abord les boîtiers CFV 235 qui proposent un design innovant avec un espace de ventilation suspendu entre l'alimentation et la chambre principale pour améliorer le flux d'air. Certains modèles incluent même un écran LCD de 9 pouces pour le monitoring system. Ensuite, on a les Water Cooling IO Poseidon Vistec Pro disponibles en 240 et 360 mm qui intègrent un écran LCD de 3,95 pouces sur la pompe. Et pour finir, les ventilateurs Unity, un système de ventilateurs préassemblés dans un cadre unique pour simplifier l'installation et le câblage. Toute cette gamme sera disponible en novembre, avec des prix allant de 139 $ pour le boîtier de base à 229 $ pour la version avec écran et 149 $ pour le IO de 360 mm. On attaque le plat de résistance, les grosses news tech de la semaine. On va prendre le temps de décortiquer tout ça en profondeur et on commence par le futur des consoles avec une rumeur très intéressante concernant la PlayStation 6. Selon le site Insider Gaming, qui est souvent bien informé, Sony prévoirait de lancer sa prochaine console avec un lecteur de disques détachable dès le premier jour. C'est une stratégie qu'ils ont déjà testée avec la version Slim de la PS5. L'idée serait de ne produire qu'un seul modèle de console de base, plus fin et plus simple à fabriquer et de laisser le choix aux joueurs, l'acheter seul pour une expérience 100% numérique en pack avec le lecteur ou acheter le lecteur séparément plus tard. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui sont encore attachés aux jeux en format physique, car cela garantirait la survie des disques pour une nouvelle génération. Ça permet aussi de préserver le marché de l'occasion. Bien sûr, on sait que même avec un disque, il faut souvent télécharger des patchs énormes, mais l'option reste importante pour beaucoup de joueurs, une approche modulaire qui semble plutôt intelligente de la part de Sony. Et puisqu'on parle de Microsoft, impossible de passer à côté de Windows avec une actualité qui touche directement la majorité des utilisateurs de PC, la prochaine mise à jour de Windows 11, la version 25H2. On en parle depuis un moment et cette semaine, les choses se sont précisées. Microsoft a officiellement mis en ligne les fichiers ISO de cette version, mais attention, c'est pour l'instant réservé aux membres du programme Insider dans le canal Release Preview. C'est la dernière étape avant le déploiement grand public qui devrait arriver d'ici fin septembre ou début octobre. Alors, quoi de neuf dans cette mise à jour? Eh bien, pas grand-chose de révolutionnaire et c'est voulu. Pour ceux qui sont déjà sur la version 24H2, l'installation se fera via un Enablement Package, un tout petit fichier qui active des fonctionnalités déjà présentes dans le système. Ce sera donc très rapide avec un seul redémarrage. La principale nouveauté, c'est l'extension du support, 24 mois de mise à jour de sécurité pour les éditions Famille et Pro. Microsoft en profite aussi pour faire un peu de ménage en supprimant de vieux outils comme PowerShell 2.0. La grosse évolution reste l'intégration de Copilot, l'assistant IA, mais il faudra un PC Copilot Plus avec une puce NPU dédiée pour profiter de toutes les fonctions avancées comme Recall. Sur les PC classiques, l'expérience sera plus limitée. Microsoft promet aussi des gains de performance en se basant sur un nouveau système qui collecte des données de télémétrie lorsque le système ralentit pour mieux identifier les problèmes. Bref, une mise à jour de maintenance plus qu'une révolution mais importante pour la sécurité et la stabilité. Et justement, en parlant de Windows 11, difficile de passer
passer à côté de la polémique qui a animé la semaine dernière avec cette mystérieuse vague de plantage de SSD. Phison et Microsoft s'étaient renvoyé la balle, chacun affirmant que le problème ne venait pas de chez eux. Cette semaine, deux nouvelles théories ont émergé. La première, venant d'un groupe de passionnés chinois, suggère que le problème viendrait de SSD envoyés à la presse et aux testeurs avant leur commercialisation. Ces modèles tourneraient avec un firmware de pré-production non finalisé qui serait entré en conflit avec une mise à jour de sécurité de Windows. Cela expliquerait pourquoi le problème est difficile à reproduire, car les SSD vendus au grand public ont eux un firmware stable. C'est une piste crédible qui dédouanerait à la fois Phison et Microsoft. La deuxième théorie, proposée par un blogueur allemand, est encore plus spécifique. Le problème serait limité au Japon. Selon lui, Microsoft aurait accidentellement livré avec une mise à jour un système de fichiers inadapté au caractère japonais, ce qui aurait provoqué des erreurs d'écriture sur les SSD. Le mystère reste entier, mais il semble que pour la plupart des utilisateurs en Europe, le risque était très faible. Comme si les plantages de SSD ne suffisaient pas, Microsoft doit affronter un autre revers. Windows 10 refuse de mourir et regagne même du terrain face à Windows 11. Windows 10, c'est comme les moustiques, quand on les chasse, ils reviennent toujours inlassablement, et pendant qu'on imaginait Microsoft enfin débarrassé de ce vieux Windows 10, manque de bol, il refait surface. Selon StatCounter, le système reprend même des parts de marché, de quoi transformer la précédente victoire à la PRS quand même en un demi-échec. Alors que Windows 11 avait officiellement pris la tête en juillet dernier, la situation s'est nuancée dès le mois d'août. En effet, Windows 10 a connu un sursaut inattendu, il remonte à 45,53% de parts de marché contre 49,08% pour Windows 11. Or, un mois plus tôt, la domination du nouvel OS semblait nette, avec 53,51% pour Windows 11 et seulement 42,88% pour son prédécesseur. Autrement dit, alors qu'on croyait le duel terminé, Windows 10 continue à jouer les prolongations. Reste à comprendre pourquoi. Plusieurs explications sont possibles. D'abord, la politique de Microsoft de prolonger gratuitement le support de Windows 10 d'un an a pu séduire de nombreux utilisateurs. Après tout, réinstaller un OS sur son PC n'a jamais été aussi simple, mais ce regain de popularité met aussi en lumière un problème de fond. Windows 11 n'a jamais fait l'unanimité entre restrictions matérielles jugées absurdes, une mise à jour 25H2 qui n'apporte pas de véritable boost de performance et des bugs récurrents au fil des patchs. La relation entre Microsoft et ses utilisateurs reste compliquée. Et puis, il y a ce fameux cycle maudit de Microsoft, un bon OS suivi d'un raté, Windows XP, excellent, Vista, oublions, Windows 7, un modèle du genre, Windows 8, échec, Windows 10, solide et apprécié, et Windows 11, beaucoup le considèrent déjà comme une erreur de parcours. Bref, Microsoft pensait tourner la page, mais Windows 10 fait encore de la résistance. Pire, il pourrait bien continuer à hanter Windows 11 pendant un bon moment. On reste dans l'écosystème PC, mais on parle maintenant d'un sujet qui fâche, le prix des composants. Selon le cabinet d'analyse TrendForce, le géant TSMC qui fabrique les puces pour Apple, AMD, Nvidia et bien d'autres, s'apprêterait à augmenter ses prix de 5 à 10% en 2026 pour ses procédés de gravure les plus avancés. La raison, maintenir sa marge brute au-dessus de 53%. La construction de ces nouvelles usines aux États-Unis, notamment en Arizona, coûte une fortune et les coûts de production y sont plus élevés qu'à Taïwan. Pour compenser, TSMC n'aurait pas d'autre choix que de répercuter ses coûts sur ses clients. Un wafer de puce en 3 nanomètres coûte déjà environ 20 000 $ et on s'attend à ce que le 2 nanomètres dépasse les 30 000 $. Cette hausse de prix chez le fondeur se traduira inévitablement par des composants plus chers pour nous, consommateurs, que ce soit les processeurs, les cartes graphiques ou les smartphones. Dans le même temps, SanDisk a aussi annoncé une hausse de 10% sur ses produits mémoire, citant la forte demande de l'IA. La tendance n'est donc pas à la baisse, malheureusement. On passe à une déclaration qui a fait beaucoup de bruit. Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a été interviewé par Bloomberg et a donné son avis sur les services de fonderie d'Intel. Quand le journaliste lui a demandé si Intel était une option pour fabriquer les futures puces Snapdragon, il a répondu: pas une option aujourd'hui, avant d'ajouter nous aimerions qu'Intel soit une option. Il a précisé que le procédé actuel d'Intel, le 18A, n'est pas adapté à leurs besoins car Qualcomm conçoit des puces pour des appareils sur batterie qui nécessitent une très haute efficacité énergétique. Selon lui, le 18A est plutôt pensé pour des puces plus puissantes. Il a cependant indiqué que des discussions étaient en cours pour les générations suivantes, comme le futur 14A. C'est un message clair, Intel Foundry a encore du chemin à faire pour convaincre les géants du mobile, mais la porte n'est pas fermée.
Qualcomm continue donc pour l'instant de travailler avec TSMC et Samsung qui ont une plus grande expertise dans les puces basse consommation. Et pour ne rien arranger chez Intel, d'autres nouvelles viennent assombrir le tableau. Plusieurs figures clés travaillant sur le projet de la méga usine d'Intel en Ohio ont quitté l'entreprise, parmi eux Kevin Hogat, qui était le principal lobbyiste d'Intel auprès des administrations Trump et Biden et qui a joué un rôle crucial pour obtenir le soutien politique et financier pour ce projet. D'autres managers du projet ont également démissionné. Ces départs interviennent alors que le projet de l'Ohio, annoncé il y a 3 ans, a pris beaucoup de retard. On parle maintenant d'une mise en service pas avant 2031. Cela reflète les difficultés économiques d'Intel et le ralentissement général de ses ambitions de production aux États-Unis. La société semble mettre en pause ses grands projets d'investissement pour se concentrer sur la réduction de ses pertes. C'est un coup dur pour l'objectif de souveraineté américaine dans la production de puces. Et justement, dans ce contexte géopolitique tendu, Intel a finalisé une opération importante. La société a officiellement transféré la propriété de son unique usine de fabrication en Chine, l'usine de Dalian, à SK Hynix. Pour rappel, Intel avait vendu son activité de mémoire NAND à SK Hynix en 2020 pour 9 milliards de dollars et cette usine faisait partie de l'accord. Ce transfert arrive à un moment crucial car l'administration américaine a récemment révoqué les licences qui permettaient à Intel d'exporter du matériel de production américain vers cette usine. En se désengageant complètement, Intel évite de se retrouver au milieu des tensions commerciales et des restrictions. D'une certaine manière, on peut dire qu'Intel a esquivé une balle en vendant juste à temps. C'est maintenant SK Hynix qui va devoir gérer ce casse-tête et trouver des solutions pour continuer à opérer en Chine sans accès aux équipements américains. Restons dans le monde des semi-conducteurs avec un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, ARM face à x86. Lors d'une table ronde à l'IFA de Berlin, AMD a pris une position très claire sur le sujet. Selon ses dirigeants, le mythe selon lequel l'architecture x86 ne peut pas être économe en énergie est mort. Ils affirment que leurs processeurs Ryzen, tout comme les derniers corps d'Intel, peuvent offrir des autonomies de batterie extrêmement longues sur les ordinateurs portables, tout en conservant l'immense avantage de l'écosystème logiciel x86. Pour AMD, l'architecture ARM n'offre au final aucun avantage réel sur le package global, même en termes d'efficacité énergétique. Avec des puces comme les récents Lunar Lake d'Intel ou les Strix Point d'AMD qui intègrent CPU, GPU et NPU de manière très optimisée, l'écart de consommation avec ARM s'est considérablement réduit, voire a disparu. C'est une déclaration forte qui vise à contrer la montée en puissance de Qualcomm et de Windows sur ARM en rappelant la force et la maturité de l'écosystème PC traditionnel. Avant de passer au processeur, un petit détour par la mémoire vive avec une innovation assez insolite signée V-Color. Le fabricant a annoncé une nouvelle série de barrettes de RAM DDR5, les Xfinity Plus. Leur particularité, elles intègrent un petit écran OLED directement sur le module. Cet écran peut afficher en temps réel des informations système cruciales comme la vitesse, les timings, la tension ou la température, et ce, même pendant le démarrage du PC avant que Windows ne se lance. C'est un gadget destiné aux passionnés et aux overclockers. Le design a été développé en collaboration avec Gigabyte. Les kits initiaux comprendront une barrette avec écran et une barrette standard assortie en noir ou en blanc. C'est une idée originale qui pousse la personnalisation des PC encore un peu plus loin. La production de masse est prévue pour ce trimestre. Maintenant, plongeons au cœur du silicium avec les actualités sur les processeurs. Commençons avec ARM qui vient de lancer sa nouvelle plateforme de calcul Lumex. C'est une grosse annonce qui va définir les smartphones et PC haut de gamme de demain. Lumex introduit une nouvelle famille de cœurs CPU, les C1, qui intègrent pour la première fois l'extension SME2, conçue pour accélérer massivement les calculs d'IA. ARM promet des performances IA jusqu'à 5 fois supérieures. La famille C1 se décline en plusieurs versions. Le C1 Ultra pour le très haut de gamme, qui promet des performances single thread 25% plus élevées que le Cortex X925. Le C1 Premium pour les appareils juste en dessous. Le C1 Pro pour l'efficacité et le C1 Nano pour les objets connectés. Côté graphique, on a aussi une nouvelle génération, le Mali G1 Ultra, qui double les performances en ray tracing grâce à une nouvelle unité dédiée et améliore de 20% les performances en jeu et en IA. ARM fournit cette plateforme comme une solution quasi complète pour permettre à ses partenaires comme Samsung ou Mediatek de sortir plus rapidement des puces optimisées pour l'intelligence artificielle. En parallèle, des signes montrent aussi que la prochaine bataille se prépare chez Intel et AMD
AMD. Un petit indice sur le futur des processeurs nous vient du célèbre logiciel de monitoring HW Info. Les notes de la prochaine version du logiciel révèlent qu'il ajoutera le support préliminaire pour Intel Nova Lake S et pour la prochaine génération de plateformes AMD. Nova Lake S, c'est la future architecture de bureau d'Intel prévue pour fin 2026 qui utilisera un nouveau socket. Le fait qu'elle apparaisse déjà dans HW Info confirme que les premiers échantillons de test doivent commencer à circuler. Du côté d'AMD, la mention d'une nouvelle plateforme fait très probablement référence aux futures cartes mères en chipset série 900 qui accompagneront les processeurs Zen 6. On sait que Zen 6 restera sur le socket M5, mais il y aura certainement un nouveau chipset pour apporter de nouvelles fonctionnalités. C'est une confirmation indirecte que les deux géants préparent activement la guerre des CPU de 2026. Restons chez Intel, mais cette fois avec des annonces officielles. Intel a officiellement détaillé sa feuille de route pour les processeurs de bureau lors d'une conférence, et il y a du nouveau. Premièrement, Intel a confirmé qu'il y aura bien un Arrow Lake Refresh en 2026. Après le lancement un peu décevant des premiers Arrow Lake, Intel va donc proposer une version améliorée l'année prochaine, probablement avec des fréquences plus élevées, pour combler les lacunes de sa gamme face à AMD. Cette version restera sur le socket LGA 1851 actuel, mais le plus important, c'est la confirmation de l'arrivée de Nova Lake pour fin 2026. Ce sera une toute nouvelle architecture sur un nouveau socket LGA 1954, avec des configurations qui pourraient monter selon les rumeurs jusqu'à 52 cœurs. Intel a aussi précisé que Nova Lake utilisera au moins une tuile gravée en 18A. C'est donc une grosse année 2026 qui se prépare pour les PC de bureau chez Intel, avec une transition en 2 temps pour tenter de reprendre la couronne des performances. Intel prépare aussi l'avenir de ses laptops avec Panther Lake. Plusieurs fuites et informations ont émergé cette semaine. D'abord, on a vu passer des manifestes d'expédition montrant qu'Intel a envoyé des puces Panther Lake à Samsung dès le mois de mai, probablement pour les intégrer dans leurs prochains ordinateurs portables Galaxy Book. Ensuite, des informations plus techniques ont fuité, détaillant les différentes configurations des séries PTLH et PTLU, avec des versions allant jusqu'à 16 cœurs CPU et 12 cœurs graphiques X3. Mais le plus intéressant, c'est qu'Intel travaille déjà d'arrache-pied sur les pilotes. Des ingénieurs d'Intel ont publié une série de patchs pour le pilote graphique Mesa sous Linux qui apporte des optimisations spécifiques pour l'architecture XE3 de Panther Lake. Les tests internes d'Intel montrent des gains de performance en jeu allant jusqu'à 18%. Cependant, ces optimisations ont aussi révélé quelques problèmes de stabilité avec des plantages sur des jeux comme Cyberpunk 2077. C'est un aperçu fascinant du travail d'optimisation qui se fait des mois avant la sortie d'un produit. Et pour finir avec Intel, en tout cas dans la partie processeur, on a eu quelques précisions sur leur futur procédé de gravure, le 14A. Lors d'une conférence, le directeur financier d'Intel a confirmé que le 14A sera plus cher à produire que le 18A. La raison principale est l'utilisation des nouvelles machines de lithographie EUV à haute ouverture numérique High-NA qui coûtent une fortune, près de 380 millions de dollars pièce. Cette augmentation des coûts de production se répercutera sur le prix des wafers, mais la grande nouvelle, c'est qu'Intel a changé sa méthode. Pour le 14A, ils travaillent main dans la main avec leurs futurs clients externes dès la phase de définition du procédé. C'est une différence majeure par rapport au 18A qui a été principalement conçu pour les besoins internes d'Intel. L'objectif est de rendre le 14A beaucoup plus attractif pour les clients de la fonderie comme Qualcomm en s'assurant qu'ils répondent parfaitement à leurs besoins. Passons maintenant à AMD qui a officiellement lancé son premier processeur Zen 5 d'entrée de gamme, le Ryzen 5 9500F. Pour l'instant, il est annoncé comme une exclusivité pour le marché chinois, ce qui est assez inhabituel. C'est un processeur à 6 cœurs et 12 threads avec une fréquence boost qui atteint 5 GHz, soit 200 MHz de moins que le Ryzen 5 9600. Pour rappel, le F dans son nom signifie qu'il n'a pas de puce graphique intégrée, il faudra donc obligatoirement une carte graphique dédiée. Il est positionné à un prix de 1299 yuan, soit environ 181 $. AMD a publié ses propres benchmarks, le comparant à son prédécesseur le 7500F et annonce des gains en jeu allant de 7% à 24% selon les titres. C'est une option intéressante pour les configurations budget, mais sa disponibilité limitée à la Chine est un peu frustrante. On espère qu'il sera aussi lancé un jour dans le reste du monde. Après avoir évoqué le lancement du Ryzen 5 9500F, AMD ne s'arrête pas là. Alors qu'AM5 domine désormais le haut de gamme, AMD continue de faire vivre sa plateforme AM4, lancée en 2016 avec un nouveau processeur, le Ryzen 5 5600F. Basé sur l'architecture Vermeer, ce CPU 6 cœurs 12 threads affiche des fréquences de 3 GHz en base et 4 GHz en boost, soit légèrement en retrait par rapport au Ryzen 5 5600 classique sans iGPU
Il se destine surtout aux configurations intégrant une carte graphique dédiée. Sa vocation est claire, fournir une option économique pour les intégrateurs et les PC préassemblés tout en restant compatible avec l'immense parc de cartes mères AM4. Ce lancement illustre la longévité exceptionnelle de ce socket, déjà dans sa 9e année, avec plus de 20 références toujours disponibles. Si le Ryzen 5 5600F ne révolutionne pas les performances, il renforce l'offre entrée de gamme d'AMD et permet aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leur plateforme sans passer immédiatement à l'AM5 plus coûteuse. AMD frappe fort également en communication avec sa nouvelle gamme Ryzen 9000 X3D conçue pour le jeu compétitif. Dans une présentation destinée aux passionnés d'e-sport, la firme met en avant des performances atteignant jusqu'à 1000 FPS sur certains titres comme Counter-Strike 2 ou Rainbow Six Siege. Ces chiffres spectaculaires s'appuient sur la technologie 3D V-Cache qui augmente la bande passante mémoire et réduit la latence. Les modèles phares Ryzen 9 9950 X3D et Ryzen 7 9800 X3D visent clairement les joueurs en quête de fluidité extrême. Toutefois, la réalité du marché reste plus nuancée. Rares sont les écrans capables d'exploiter plus de 480 Hz et aucun moniteur 1000 Hz n'existe à ce jour. AMD compare d'ailleurs ses résultats avec des cartes Nvidia RTX 5080/5090D, laissant son propre GPU RX 9070 XT en retrait dans plusieurs scénarios. Derrière le coût marketing, l'enjeu est de montrer qu'AMD reste à la pointe sur le CPU gaming. Mais pour la majorité des joueurs, cette promesse relève surtout de la démonstration technique. Et pour conclure sur les processeurs, une annonce de calendrier, la PDG d'AMD, Dr Lisa Su, tiendra le discours d'ouverture du CES 2026 le 5 janvier. Le CES est toujours un moment clé pour les annonces de nouveaux produits. En janvier 2025, AMD avait annoncé les Ryzen 9000 X3D et la série Ryzen Z2 pour 2026. Les attentes sont tournées vers la prochaine architecture Zen 6. Il sera probablement trop tôt pour un lancement de produit, mais on peut s'attendre à une première présentation de l'architecture, peut-être une feuille de route pour les futures cartes graphiques Radeon et d'autres surprises. L'accent sera mis sans surprise sur l'intelligence artificielle qui est au cœur de la stratégie de toutes les entreprises tech en ce moment. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour avoir un aperçu du futur d'AMD. Après les processeurs, passons maintenant à l'univers des cartes graphiques où il s'est passé énormément de choses cette semaine. On commence avec une petite info technique intéressante. Le partenaire d'AMD XFX a affirmé dans une publication que les modules de mémoire GDDR6 de Samsung sont plus performants que ceux de SK Hynix. En comparant deux versions de leur carte RX 9060 XT, une avec de la mémoire Hynix et une nouvelle avec de la mémoire Samsung, ils ont constaté que la version Samsung avait une température de mémoire inférieure de 10 degrés Celsius, une consommation totale de la carte réduite de 24 watts et des ventilateurs qui tournent moins vite. C'est une différence significative qui montre à quel point le choix des composants, même ceux qui semblent secondaires comme la marque des puces mémoire, peut avoir un impact sur l'efficacité, la chaleur et le bruit d'une carte graphique. C'est une information rarement partagée par les fabricants et c'est fascinant de voir ces détails techniques exposés au grand jour. Du côté d'Intel, les choses bougent pour la future gamme de cartes graphiques Battlemage. Des documents d'expédition ont été repérés montrant qu'Intel prépare l'emballage pour sa future carte haut de gamme, l'Arc B770. La dernière fois qu'on a vu ce genre de document pour la B580, la carte a été lancée environ 2 mois et demi plus tard. Cela suggère que le lancement de la B770 pourrait avoir lieu au 4e trimestre 2025, juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Les rumeurs parlent d'une carte avec 32 cœurs X2 et 16 Go de mémoire sur un bus 256 bits, ce qui lui donnerait un avantage en termes de VRAM par rapport à ses concurrentes directes chez Nvidia et AMD. Intel semble vouloir continuer sa stratégie de proposer des cartes avec beaucoup de mémoire à des prix agressifs. Le timing sera crucial car la concurrence est déjà bien installée, mais si le prix et les performances sont au rendez-vous, cette B770 pourrait être très intéressante. Passons chez les rouges avec une énorme nouvelle pour les possesseurs de cartes graphiques Radeon. AMD a tenu ses promesses concernant sa nouvelle technologie d'upscaling FSR. D'abord, ils ont confirmé que FSR Redstone, la prochaine évolution majeure de leur technologie qui intégrera de l'intelligence artificielle, est en bonne voie pour un lancement cette année et qu'elle aura droit à une présentation dédiée. C'est la réponse directe d'AMD au DLSS de Nvidia. Mais la surprise vient du dernier pilote Adrenaline, la version 25.9.1. Ce pilote
pilote active automatiquement le FSR 4 dans la plupart des jeux qui supportent déjà le FSR 3.1 et qui tournent sous DirectX 12. Concrètement, d'un seul coup, plus de 85 jeux deviennent compatibles avec la dernière version de l'upscaler d'AMD qui apporte une meilleure qualité d'image. C'est une excellente nouvelle car jusqu'à présent il fallait utiliser des outils tiers un peu complexes pour forcer cette mise à jour. Le seul bémol, c'est que cette fonctionnalité reste pour l'instant réservée aux cartes Radeon RX 9000. On continue avec une histoire de dépannage assez technique qui a concerné les nouvelles Radeon RX 9070. Des utilisateurs ont signalé que ces cartes refusaient de démarrer sur de vieilles cartes mères à chipset Intel X99. Après une enquête approfondie menée par des modeurs brésiliens, il s'avère que le problème ne venait pas du matériel mais du VBIOS de la carte graphique. Les premiers modèles de RX 9070, notamment ceux envoyés à la presse, ont été livrés avec un ancien firmware qui avait un bug d'initialisation sur cette plateforme spécifique. Les cartes produites plus récemment avec un VBIOS mis à jour fonctionnent parfaitement. C'est un cas d'école qui montre comment un simple bug logiciel peut être pris pour un problème matériel. Les modeurs demandent maintenant aux partenaires d'AMD de fournir un outil simple pour permettre aux utilisateurs affectés de mettre à jour le VBIOS de leur carte. Et puisqu'on parle de détails techniques et petites anomalies, une curiosité intéressante a aussi été repérée dans la documentation officielle d'AMD pour sa plateforme de calcul ROCm. Dans la liste des GPU supportés, on a vu apparaître une Radeon RX 9060 XL. C'est un modèle qui n'existe pas officiellement. Pour rappel, AMD a lancé en Chine une RX 9060 sans le suffixe XT. En interne, AMD utilise des noms de code pour les différentes versions de ses puces, XTX pour le haut de gamme, XT pour la version standard et XL pour une version légèrement réduite. Il est donc très probable que RX 9060 XL soit simplement le nom de code interne de la RX 9060 non XT. Il ne faut donc pas s'attendre à voir une nouvelle carte graphique arriver sous ce nom, c'est juste une petite fuite de la nomenclature interne d'AMD. Tout en parlant de ces cartes, il est intéressant de noter que la Radeon RX 9070 XT, lancée en mars, peine toujours à atteindre son prix officiel de $599, particulièrement aux États-Unis, alors qu'en Europe, certaines références se sont déjà rapprochées, voire passé sous le MSRP, les revendeurs américains restaient au-dessus. Bonne nouvelle, Micro Center vient de proposer le modèle Power Color Reaper au prix officiel mais uniquement en retrait magasin. Sur Newegg, la carte la moins chère reste à $699. En parallèle, la RX 9070 non XT se trouve bien à $549, son tarif annoncé. Ce décalage confirme que seule la version XT reste concernée par la hausse persistante. L'absence de réaction côté Nvidia, dont la RTX 5070 Ti reste nettement plus chère, réduit la pression concurrentielle. Reste à voir si l'arrivée des futures cartes Intel Arc B770, encore mystérieuse, pourra influencer les prix. Pour l'instant, AMD semble tenir son positionnement, mais l'écart entre promesses et réalité persiste pour les joueurs américains. Et on termine ce tour d'horizon avec Nvidia qui a eu une semaine très mouvementée entre rumeurs, bugs et annonces. D'abord, la rumeur des RTX 50 Super. Beaucoup de sites ont annoncé une sortie imminente, peut-être même avant Noël. Il faut mettre un gros stop à ça. Selon des sources fiables proches des partenaires de Nvidia, il n'y a absolument aucun plan pour un lancement en 2025. Les RTX 50 actuels sont en plein cycle de production. Un refresh super est bien prévu, probablement pour augmenter la VRAM sur certains modèles, mais il ne faut pas l'attendre avant le CES 2026 au plus tôt. Ces rumeurs de lancement anticipé semblent avoir été créées pour semer la panique et inciter les gens à vendre leurs cartes actuelles. Donc pas de précipitation, les super ne sont pas pour tout de suite. En parlant des cartes actuelles, il y a eu un petit vent de panique cette semaine. Les GeForce RTX 5090 et 5080 Founders Edition ont soudainement disparu de la boutique en ligne officielle de Nvidia. Certains ont tout de suite crié à la fin de production pour faire de la place aux super. Finalement, Nvidia a réagi et a clarifié la situation. Ils ont confirmé que les cartes Founders Edition sont toujours en production. Ce sont des éditions limitées et il arrive qu'elles soient en rupture de stock. Le fait qu'elles aient été complètement délistées de la boutique au lieu d'être simplement marquées en rupture était inhabituel, mais Nvidia assure qu'elles reviendront dès que de nouveaux stocks seront disponibles. Donc, pas d'inquiétude, les cartes FE sont toujours produites.
Cependant, tout n'est pas rose pour les nouvelles cartes d'NVIDIA. Un bug assez sérieux a été découvert sur les RTX 5090 et les RTX Pro 6000. Le problème affecte les utilisateurs qui font de la virtualisation, c'est-à-dire qui utilisent leur carte graphique dans une machine virtuelle. Apparemment, après un certain temps d'utilisation, lorsque la machine virtuelle est arrêtée, la carte graphique ne parvient pas à se réinitialiser correctement et devient complètement inutilisable, obligeant à redémarrer entièrement le PC hôte. C'est un problème très handicapant pour les professionnels et les fournisseurs de cloud GPU. Une entreprise, Cloud Rift, a même offert une prime de 1000 $ à quiconque trouvera une solution. NVIDIA serait au courant du problème et travaillerait sur un correctif, mais n'a pas précisé une quelconque durée de la résolution de ce problème. Par ailleurs, NVIDIA a dévoilé une nouvelle puce, le Rubin CPX, qui vient remettre en perspective la rumeur de la 5090 à 128 gigaoctets. C'est un GPU spécialisé dans le traitement de l'IA et lui, il a bien 128 gigaoctets de mémoire GDDR7. Ce n'est donc pas une carte pour le gaming, mais un accélérateur pour les serveurs. Il est basé sur la future architecture Rubin qui succédera à Blackwell et est prévu pour fin 2026. Ce qui est fascinant, c'est que des analystes ont regardé le schéma de la puce et ont remarqué qu'elle semblait contenir tous les éléments d'un GPU de jeu comme des unités de rasterisation et des ROPS. Cela a immédiatement lancé la spéculation, et si cette puce Rubin CPX était en fait la base du futur GPU de la GeForce RTX 6090, c'est évidemment de la pure conjecture, mais c'est un aperçu excitant de la puissance des architectures à venir. Mais au-delà des défis techniques, c'est sur le plan stratégique que NVIDIA frappe un grand coup cette semaine. NVIDIA et Intel ont annoncé un partenariat stratégique historique impliquant un investissement de 5 milliards de dollars de NVIDIA dans le capital d'Intel à 23,28 $ par action. Cette alliance sans précédent redessine la carte de l'industrie des semi-conducteurs en unissant le leader mondial des GPU avec l'acteur historique de l'architecture x86. Le partenariat s'articule autour de deux axes majeurs. D'abord, Intel développera des processeurs x86 personnalisés spécifiquement conçus pour les plateformes d'intelligence artificielle de NVIDIA, incluant les systèmes D GX, HGX et SuperPod. Ces CPU sur mesure remplaceront partiellement les solutions ARM Grace et Vera actuellement utilisées par NVIDIA dans ses centres de données. Parallèlement, les deux entreprises collaboreront sur des systèmes on-chip ou SoC x86 intégrant directement des chiplets graphiques RTX de NVIDIA destinés aux PC grand public et professionnels. L'impact sur les marchés a été immédiat. L'action Intel a bondi de 30% en préséance, témoignant de l'enthousiasme des investisseurs. Pour le PDG d'Intel, Lip Bhutan, cette alliance arrive à un moment critique pour l'entreprise qui traverse une période difficile, avec cet investissement s'ajoutant aux 8,9 milliards de l'administration Trump et aux 2 milliards de SoftBank. Intel sécurise environ 16 milliards de dollars en quelques semaines. Ce rapprochement soulève des questions stratégiques importantes. L'avenir des puces graphiques Arc d'Intel devient incertain face à cette intégration des technologies RTX. NVIDIA devra également gérer la coexistence entre ses plateformes ARM et x86. Le partenariat pourrait aussi ouvrir la voie à une utilisation des nœuds de fabrication 14A et 18A d'Intel Foundry par NVIDIA, réduisant sa dépendance à TSMC. Cette alliance historique force AMD à affronter un front uni NVIDIA-Intel, transformant radicalement les équilibres concurrentiels dans les segments des processeurs, GPU et solutions d'IA. Voilà, c'est tout pour cette énorme tech récap de la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon complet. Il s'est passé tellement de choses. C'était une semaine de folie. Dites-moi en commentaire quelle est la news qui vous a le plus marqué. N'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous a plu, de la partager avec vos amis passionnés de tech et surtout de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tech récap. D'ici là, portez-vous bien. Salut!